parce qu'on t'a vu dans les derniers jours travailler très fort à faire la promotion de ton album Toutes les femmes en moi. Tu as parlé de tes projets à venir, entre autres Madame Jivago, Victor, Victoria. Alors là, on veut que tu relaxes. Oui, ce matin. on a décidé de te faire relaxer. Petit déjeuner belge, Lara. Est-ce que tu déjeunes parfois avec tes copines comme ça? Oui, ça m'arrive. Mais le Belge est vraiment proche du Québécois pour ça. Il aime déjeuner, il aime prendre son temps. Le Français, il court plus derrière son croissant et son café. Mais c'est vrai qu'en Belgique, on peut prendre le temps de bruncher. Ça arrive, les week-ends en tout cas. Là, est-ce qu'on était proche? Parce que c'est peut-être dans notre imaginaire que ça ressemble à ça. Nous, avec notre accent, on appelle ça une couque suisse. Une couque suisse. Une couque suisse, on appelle ça. Ça, on appelle ça, on ne dit pas un muffin, comme on dit au Québec. On va dire un 4 quarts. Un 4 quarts? C'est plus beau, hein? Un 4 quarts. Un 4 quarts. Voilà, un chausson aux pommes, une danoise aux cerises, j'imagine, c'est ça? Ça doit être ça. Voilà. Mais les chocolats le matin, ça, c'est vraiment pour me faire plaisir. Parce que le matin, le chocolat, on va éviter. Comme voilà, une chute de poids brutale, c'est dangereux. Oh non! Je pensais que ça t'aidait à bien chanter. Oui, ben là, pas tout. Il faut que je te dise tout de suite que je t'ai maudit presque toute la nuit. Oh non! Oui, parce que... Toi aussi. Oui. Pourquoi ton mari t'a-tu dit la même chose? Oui, mais ce qui n'est pas là, en tout cas. Non, mais c'est parce que j'ai écouté ton album et, entre autres, il y a Nuit magique que j'ai répété toute la nuit dans ma tête. Alors, j'espère que tantôt, tu vas nous en faire un petit extrait. Okay? Promis. Juste pour que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs aussi soient pris avec ce verre d'oreille-là aujourd'hui. Mais tes chansons sont accrochantes et restent dans la tête beaucoup. Et c'est tant mieux, en fait. Mais écoute, merci. Là, ce qu'on fait de mieux entre filles, souvent, c'est de se partager nos coups de cœur. Okay. Alors, on s'est dit, Lara, on va profiter de ta présence pour avoir tes coups de cœur. Et donc, tantôt, Lara, quand elle est arrivée à la table, elle a remarqué qu'il y avait des livres. Elle a dit à Kim, elle dit, « Hey, celui-là, je l'ai lu, celui-là, je l'ai lu. » C'est pas par hasard qu'ils sont sur la table, Lara. C'est cool. Oui, en même temps, comment vous savez ça? Parce que tu as un magnifique site Internet, ma belle Lara. Voilà, oui, Le courage d'être soi de Salomé. Ça, c'est un livre que tu as lu il y a combien de temps? Que j'ai lu et relu et relu. Ça fait 5-6 ans que c'est un livre que je relis, ou quelques passages. Puis pourquoi tu l'as tant aimé, ce livre-là? J'aime tout Salomé, je dois dire. Je trouve que Salomé est un homme intelligent, élégant, qui ne pousse pas l'information, mais qui réveille en nous des choses qu'on a peut-être déjà entendues par la petite voix et qu'on n'a pas véritablement écoutées. Voilà. Et ce que j'aime chez Salomé, c'est cette dignité, cette élégance. Et le fait qu'on comprend en filigrane des choses qu'on n'a peut-être pas toujours envie de comprendre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le courage d'être soi, c'est parfait pour ceux qui aiment trop, parfait pour ceux qui sont toujours ceux qui portent. J'ai écrit une chanson comme ça qui n'est pas encore sortie, mais qui s'appelle « Celle qui porte ». Qui raconte quoi? Qui raconte que j'ai toujours tendance à vouloir faire beaucoup de choses pour tout le monde et que j'y trouve un énorme plaisir et que c'est formidable de faire ça, mais que être soi, c'est parfois aussi être capable de dire non à certaines choses, parfois aussi être capable de s'assumer dans ce qu'on veut vraiment. De ne pas s'oublier. Pas s'oublier. Et c'est pas du tout un discours égoïste ou un discours de victime, c'est juste qu'on est les artisans de ce que l'on fait, de ce que l'on vit. Et dans le courage d'être soi, on apprend à être vraiment l'artisan de ce qu'on veut vivre, être vraiment soi. Ça veut dire pas ce qu'on voudrait être, mais ce qu'on est vraiment. Voilà. Est-ce que ça t'a permis d'avoir une plus grande confiance en toi, ce livre-là? Plein de choses. Ça, c'est un ouvrage parmi beaucoup d'autres, mais beaucoup de rencontres aussi que j'ai faites de gens tellement sages, tellement savants dans le fait d'être juste ce qu'on est. Donc parfaitement imparfait, donc faillible, donc fragile, donc tout ce qu'il ne faudrait pas être, qu'on n'aime pas montrer, mais qu'on a le droit d'être et puis de montrer. Alors, avant, tu avais comme l'image de la femme parfaite. Puis aujourd'hui, tu permets de montrer donc tes côtés plus... tes défauts. Sais-tu, je crois que j'ai jamais eu cette image-là, sincèrement, mais je voulais pas montrer que je doutais, que je pleurais, que c'était dur, que j'étais fragile. Oui, j'avais du mal avec ça. Parce qu'on m'a toujours appris, prends sur toi, prends sur toi. Dieu sait qu'il n'y a pas d'erreur dans l'éducation des parents. Les parents sont les meilleurs parents qu'on puisse imaginer. Tu sais c'est quoi maintenant? Maintenant, je sais. Mais c'était tes parents qui disaient ça, prends sur toi? Bien, il fallait être fort. C'était important d'être fort, oui. C'était important de dépasser certaines choses, Et puis être un peu dans le déni parfois. Eux-mêmes ont été élevés avec cette forme de déni. Et le courage d'être soi, c'est une façon de respecter les autres en étant soi. C'est pas une façon d'être soi. Regarde, je vais être ça, puis s'imposer. Mais... Non, c'est pas s'imposer. C'est juste être. C'est très différent. Tu as eu des influences, tu l'as dit. Puis d'ailleurs, je pense qu'un film qui t'a énormément touché, c'est La vie en rose. On va aller en voir un extrait. J'y retourne, Louis. Non, Edith. Il doit y aller. C'est du suicide. Il faut l'hospitaliser. Non!
prie. Je t'en prie. Edith, vous sortez de 3 semaines d'hôpital. Des gars là, il y en aura d'autres. Ramène-moi sur scène, ramène-moi. Ramène-moi, je dois chanter. Je dois chanter, Louis, j'ai pas le choix. Wow! Ta réaction la première fois que tu l'as vu? Comme ça. Et chaque fois que je le vois, alors Marion, elle est juste insensée, mais moi, ça me ramène ailleurs, quoi. Ça me ramène Où ça t'amène? On est déterminé par des choses. Et en fait, dans le fait d'être soi et de n'être que ça, on doit faire le deuil parfois de tout ce qu'on aurait voulu réussir et qu'on ne peut pas réussir. Mais accepter que ce qu'on a réussi ou ce qu'on tente de réussir, c'est vraiment nous. Et quand on ne peut pas faire autre chose que ça, qu'on est défini par ça, déterminé par ça, on est porté par la force de ça, mais le fait que c'est aussi une cheville fragile. Vous voyez ce que je veux dire? On repose que là-dessus. On dirait que c'est que notre bastion, le chant, la chanson, interpréter, écrire. Si on nous enlève ça, on dirait que c'est... Il n'y a plus rien. Qu'il n'y aurait plus rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Mais on ne peut pas s'empêcher de vivre avec cette casserole qu'on traîne comme étant l'unique part de soi que l'on ne pourrait jamais abandonner. Il y a des moi, c'est ça parallèles à qui faire entre toi et la môme. Oui, des grandes voix, mais j'ai l'impression qu'elle a beaucoup aimé avec intensité, un peu comme C'est toi. ça aussi. C'est ça aussi que je vois quand elle dit « ramenez-moi sur scène », c'est parce que ce qu'elle pouvait plus exprimer dans l'amour qu'elle ressentait pour quelqu'un comme Marcel Cerdan, elle devait l'exprimer en chantant. C'était sa soupape, c'était sa survie. Et le chant est bien souvent, pour des passionnés comme nous, la soupape. Quand on a choisi, quand on a trop aimé, qu'on a choisi d'aimer autrement, mais qu'on a encore besoin de ce feu, c'est dans le chant qu'on va chercher ce feu. Wow. Et c'est ça que je sens, moi. Puis bon, Marion Cotillard est tellement exceptionnelle, mais c'est vrai que c'est ça que je sens. C'est ça qu'elle a pu traduire de Piaf. L'as-tu croisée, elle? L'as-tu vue déjà? Marion? Oui. Oui, plusieurs fois. Puis oui, tu oui. lui as dit comment tu avais été touchée Ah, par oui, sa oui. performance? Ben, j'ai eu du mal à parler. Là. Je me suis comportée comme une fan hébétée. Ah, Et elle était très touchée, mais c'est sûr qu'elle a dû l'entendre. C'est quand on gagne un Oscar puis qu'on suscite ce type d'émotion, on ne le suscite pas auprès juste d'une personne sur la Terre. C'est des millions de gens qui ont pleuré en la regardant faire ça. Un livre qui nous a surpris, tiens, La cuisine raisonnée, qui n'est pas un ouvrage récent. C'est écrit sur mon site, ça? Ben oui! Surpris! Attends, on va même t'apprendre que tu as une recette fétiche là-dedans, le savais-tu? Non, c'est pas vrai. Dis-nous que tu es vraiment contente. Non, mais c'est vrai que non, mais on parle c'est le vieux, parce que je ne C'est le connais vieux, pas. Voilà, parce que c'est le vieux livre de cuisine. Il a été réédité, oui, absolument. Oui. Oui, je me dis, parce que je l'ai, mais C'est pas la couverture que tu as, Non, toi. non, il n'y a pas de photo. C'est vraiment un vieux livre de cuisine vive. Puis c'est quoi ta recette? C'est quoi ta recette? C'est quoi la recette? Ben, Kim, veux-tu nous le dire Ben parce là. que tu l'as essayé? Oui, mais on t'avait fait des biscuits au beurre d'arachide. On est contente que tu t'en souviennes. Hey, c'est marquant, ça, Laura. C'est vraiment Voilà, marquant. ma belle Lara, pour frapper le Québec. Ça s'appelle une surprise ratée. Non, c'est pas une surprise ratée. Ça s'appelle une fille qui a un cerveau comme un gruyère un matin. C'est bon. ça. Non, c'est pas une surprise ratée du tout. Ça y est, je viens d'allumer ma lumière, enfin, effectivement. Mais c'est un gâteau aux arachides. Ah, ben là, du moins, dans la recette, il y a des petits biscuits. Alors, moi, je me suis fiée vraiment. Alors, oui, mais ça, c'est effectivement. Alors, ça, c'est corrélé à la maman d'un ancien chum à moi qui faisait un gâteau au beurre d'arachide à tomber par terre. Et quand je suis tombée sur ce livre-là et que j'ai trouvé ça, j'ai réussi à adapter la recette. Effectivement, les filles, vous n'avez rien raté. C'est moi qui vieillis, c'est Alzheimer qui me guette. Oh, ça doit t'es être ça. gentille. Non. Mais cela dit, est-ce que tu as le temps encore de cuisiner? Parce que je sais que je promène beaucoup à travers le monde en ce moment. Je le prends, le temps. Ah de oui? cuisiner. Quand je rentre à la maison puis que j'ai 2 jours, je vais au marché. Les confitures, Lara, tu nous parlais Oui, des j'aime les confitures tout à confitures. l'heure. Mais j'aime faire du salé aussi. Parce que mon chum est plus salé que sucré. Donc, je fais beaucoup de salé. Oui, je prends le temps. C'est un vrai plaisir. C'est comme la musique, ça. C'est créer quelque chose de toute pièce. Je me passe pas vraiment toujours sur des recettes. C'est pour ça que je dis que je m'étais inspirée d'eux. Oui. Et j'essaie de faire avancer la recette un peu au gré des ingrédients et puis de ce que j'ai envie de faire. Ben moi, je vais goûter au Vas-y, biscuit. allez-y, Moi aussi. mesdames. Lara aussi. Oui, Puis vas-y. après, moi, je t'inviterai à aller rejoindre ton pianiste Manu Pitois pour finalement nous faire un extrait de la chanson que j'ai chantée toute la nuit. Bon, ben, je vais éviter de me mettre ça entre les dents avant Tu d'aller mangeras chanter. pendant la pause, tiens. Alors, c'est Nuit magique que tu vas nous faire. Merci. De rien. Merci, Lara. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de nous.
nuit magique, nuit de hasard. On se sépare sans trop y croire. Les filles ont parlé tout à l'heure de passion et j'ai envie de vous parler, moi, c'est un sujet quand même dur, mais de peine d'amour. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de votre première peine d'amour. Ah oui. Oui. Et t'avais quel âge, Lara? 18 ans. 18 ans. Eh bien, moi, j'avais 16 ans, dans ma première peine d'amour. Et ça a été vraiment un moment très, très, très difficile dans ma vie jusqu'à temps que j'écoute tes chansons. Parce qu'à la maison, ma mère faisait jouer toujours l'album Carpe Diem, qui est sorti en 1994. Et ça a été un album, je te dirais, qui a été une prise de conscience, qui a fait une prise de conscience à moi avec la chanson « Je vivrai ». Vous savez, lorsqu'on est en peine d'amour, on a de la difficulté parfois à briser cette relation-là. Ouais. C'est une relation qui peut être néfaste, qui peut jouer, on a de la misère avec nos sentiments. Et j'ai écouté ces paroles-là, et je vais vous les dire. Et ça a changé ma vie parce que j'ai pris le téléphone et là, j'ai appelé mon copain et j'ai dit « Tu t'en viens parce que je te quitte. » Grâce... Tu t'en viens, je vais te quitter en pleine face. Exactement. Mais grâce au pouvoir de tes mots, j'ai été capable, moi, de me ressaisir et de mettre un terme à cette relation-là. Et je vais vous lire les paroles. « J'irai rencontrer mes larmes, écarter des flammes, mélanger ma vie à d'autres vies. » Un petit peu plus loin, tu vois que sans toi, j'existe, à peine un peu triste. Oui, sans toi, j'existerai. Avec toi, pourtant, si je n'ai que rêvé, si tu m'attends, au lieu d'exister, je vivrai. Et vraiment, là, c'est venu... Écoutez, je me souviens, j'étais en train de faire la vaisselle. À un moment donné, j'ai dit, « Ah, mais qu'est-ce qu'elle dit? » Oui, c'est exactement ça. Tu es venue chercher quelque chose en moi. Alors, je vais te remercier, Lara, ce matin. Parce que c'était un plaisir. Ma belle cumette, ça m'a gentil. Mais c'est fascinant. Ouais. C'est fascinant. Ouais. Le pouvoir de la musique et des mots sont fascinants. Et, alors, je vais te raconter quelque chose à mon tour. Cette chanson a été... la musique a été écrite par Richard Marx. Et moi, ma première peine d'amour, je l'ai essuyée sur la chanson de Richard Marx, qui est Whatever you do, wherever you be, I will be right here waiting for you. Donc, c'est incroyable le lien dans ce que tu viens de dire, puisque Richard m'a écrit cette chanson-là, musicalement. Oui. Et ma première peine d'amour, moi, était sur une chanson de Richard Marx. On peut dire qu'on est des sœurs. On est liés. On est liés ce matin. Donc, toi, tu avais 18 ans. Toi, ça faisait longtemps que tu étais avec lui? Non, 1 an. Mais tu sais, quand t'es gamin, quand t'es môme, adolescent, 1 an, c'est 28 ans de mariage. Oui, exactement. Tu comprends rien. Tu as l'impression que c'est l'amour de ta vie. Regarde, il est tellement beau, puis c'est l'homme de ta vie, puis t'appelles ta grand-mère parce que tu vas l'épouser, tu comprends? Oui. La pauvre. La pauvre. Après la 10e fois, elle fait « OK, j'achèterai ma robe sur place. » Parce que jamais ça a marché jusque-là, mais je ne me suis jamais mariée dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'histoire, mais les premières peines, la première peine d'amour, oui, ça t'arrache tout ce que tu as, tout ce que tu es. Et en fait, ça te force à te mettre face à toi, encore une fois. Si jamais vous avez une peine d'amour, vous n'êtes pas capable de surmonter, Carpe Diem, en 1994, un bijou. Oui, et si jamais ça va vraiment pas, il y a J'y crois encore aussi. Oui, il y en a plein. Et d'ailleurs, Lara, ce matin, on avait envie de faire un retour en arrière, de présenter quelques vidéoclips de tes grands succès, parce que tu en as beaucoup, pour savoir où tu étais au moment où tu as écrit les chansons. D'accord. Alors, premier extrait, Tout de l'album Pur, on regarde. Tout est fini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout, d'y croire et d'espérer. Wow. C'est magnifique. Moi, c'est gentil. Merci. Dis-moi, en écoutant, moi, tes chansons, ça m'aidait à guérir mes peines d'amour. Est-ce que toi, en les chantant, en les écrivant, ça t'aidait? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, en l'écrivant, tu mets à plat ta pensée complètement et ces mots que tu n'arrives pas à dire à l'autre, ça, c'était vraiment destiné à quelqu'un de très précis. Et puis, en la rechantant, moi, je trouvais chaque fois une facette de l'histoire. Je revivais une facette de l'histoire, un sens à l'histoire. Ouais. Je me souviendrai toute ma vie où j'ai écrit cette chanson-là, dans quelle position j'étais, comment j'étais, je veux dire, physiquement. J'étais à Belleuil, dans une maison que j'avais achetée rue des Hirondelles. Je ne verrai jamais. J'étais assise, tu sais, les baignoires, il y a des podiums, les baignoires podium, j'étais assise sur les marches. Je ne pouvais plus. Ça allait pas, comprends-tu? Ça allait pas. Puis ça allait pas marcher, surtout. Je le savais. Ça allait pas marcher. Et puis j'ai écrit cette chanson comme on le déclare à quelqu'un, comme on lui demande de réussir autre chose. Dans ce qui nous unissait, parce qu'on a été unis très, très longtemps, cette personne-là et moi. Donc, tu vas vraiment puiser au fond de toi dans chacune de tes chansons. Oui, mais en même temps, avec tellement de simplicité, j'ai tellement le sentiment de dire les choses comme tout le monde peut les ressentir. C'est peut-être ça aussi qui m'a toujours rapproché des gens, c'est que c'est pas de la poésie complexe, c'est des choses, je les ai toujours dit comme je les ressentais. Dis-moi que t'en as plus rien à cirer, il fallait quand même oser chanter ça dans une chanson, mais c'était ce que je ressentais. Ça avait l'air de ça. Fait que ça marche. Oui. On réussit à les laisser avec ça. Oui.
Mais tu dis que certains hommes à qui tu avais destiné ces chansons-là, est-ce qu'ils t'en ont reparlé? Mon Dieu, oui. Mon Dieu, oui. Oui, oui, oui. Choqués, Non. embêtés? Au contraire, c'est fou comme quand tu prends ta place et tu dis ce qu'il faudrait dire que tu n'oses pas dire, tout le monde te respecte. Est-ce que c'est plus facile pour toi en chantant qu'en parlant? Oui, ah oui, moi j'ai beaucoup de mal à... La communication, étrangement, contrairement à ce qu'on pourrait penser de Ouais. moi, c'est pas toujours mon grand fort. Ouais. Par la chanson, par la musique, par les mots, par des textes ou des lettres que je vais rédiger, je vais y arriver. Mais comme ça, si tu me dis ça va Lara puis que ça va pas, je suis incapable de te dire pourquoi ça va pas. Tu te mets quand même pas à chanter à ton mari quand t'es frustré contre lui. Comédie musicale chez La quétaine family. Ça va pas aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? Avec ma fille? Ah oui, exactement. Des fois, j'aurais envie devant les enfants, tu sais, pour pas me chicaner, être capable de chanter quelque chose puis que ça sorte. Paraît-il que tu chantes super bien, toi, Isabelle? Non, zéro. Bah Puis on oui. me fera pas chanter devant la radio. Allez, c'est sûr. allez, Je garantis non, qu'un jour, je l'aurai. Mais je vais peut-être chanter sur tes Isa. chansons. Non, mais peut-être tantôt sur tes chansons, OK? Mais peut-être Pas sûr la que personne prochaine, n'entende. Je t'aime, justement, de l'album Pur, on regarde. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Lara, qu'est-ce que ça te fait de voir tes vidéoclips comme ça? Ben voyons! Est-ce qu'elle a dû regarder le look? La fiancée du KGB. Les voitures noires en arrière, les bigoudis, le manteau à la russe. Écoute, c'était quoi ça? Mais c'est la dramatique et tu sais, ton aspect très Oui, théâtral. théâtral. Mais ça, je ne l'ai pas perdu en même temps. Ça continue d'être qui je suis. J'ai toujours une Oui. façon théâtrale de chanter. Mais quand même. Mais t'es toujours Quelle belle. too écoute. much idée. J'adore. Mais écoute, c'est ce qu'on est. Je pense que quand on est gamine, parce que j'avais 25 ans, 26 ans, on est T'avais comme un- 26 ans là-dessus, Oui, oui? oui. Mais oui. Donc, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu à bout de bras, tu sais, dans notre famille. Le look, c'est ça qui me fait rire. Mais ça, c'est touchant aussi, parce que tu vois tout le chemin parcouru. Mais tu c'est dis, ça que j'allais dire, parce que c'est la chanson vraiment qui t'a fait... c'est la chanson. Qui t'a mis Éclat. au monde, Oui, disons-le. Et puis partout dans le monde où je vais, que ce soit les Russes en Russie, en Israël, en Pologne, en Ukraine, n'importe où je vais, aux États-Unis, c'est Je t'aime, ça reste la chanson que les gens retiennent. C'est quand même incroyable en français. T'étais comment à cette époque-là? C'est-à-dire, est-ce que tu étais pleine d'espoir? Tu voyais là, le monde entier qui pouvait être pas à tes pieds, mais tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, oui. Ah oui, j'étais très enthousiaste. J'étais très, très enthousiaste. Très naïf du métier? Mais non. Je n'étais pas naïve du métier. Je le mangeais comme on croquerait dans une pomme, tu vois, mais je savais parfaitement... Franchement, j'avais commencé à comprendre entre mes 18 et mes 26 ans. Ça faisait 12 ans que je roulais grâce au Québec, parce que moi, je suis née au Québec. Je veux dire, ma vraie carrière a commencé au Québec. Le jour où j'ai eu mon premier succès, où j'ai gagné un premier ici, trophée, absolument. c'était ici. Donc après, je suis arrivée en France. C'était un autre monde, là. C'est sûr que j'ai été confrontée à des choses très, très différentes. Mais j'étais effectivement, comme tu dis, je mangeais, je croquais dans cet espoir, dans cette vie. Et puis, je me suis apaisée beaucoup parce que il y a des choses auxquelles tu rêves. Je dis pas que ce à quoi tu rêves n'est pas possible, mais il y a des choses auxquelles tu rêves mal, tu vois. Et puis, tu t'apaises, tu tournes le prisme. C'est Le presse citron, oui. Oui, là, c'était du presse citron. Là, Non, mais écoute. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'étais vraiment extrêmement vue avec cette chanson-là, avec ce clip-là. C'était comme... Est-ce que c'était un souhait? C'était vraiment ça que tu voulais, toi, devenir une méga star internationale? Mais moi, je voulais réussir à partager ma musique. Tu sais, alors on le formule en disant, je voudrais être une star internationale parce qu'on est jeune puis qu'on est un peu con, franchement. Mais as-tu présentement la carrière que tu te souhaitais? Écoute, j'ai une partie de la carrière que je me souhaitais parce que je bâtis des choses progressivement. C'est-à-dire, encore, pour moi, j'ai vraiment encore le sentiment de faire des nouvelles choses, de ne pas avoir encore réussi à en faire certaines. Je suis toujours concrètement? Il me manque rien. C'est pas ça. Moi, je suis pas dans le manque. Je suis dans la volonté de faire des choses que j'ai pas faites, tu vois. Parce que j'ai fait des choses formidables. J'ai chanté avec les plus grands de ce monde. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Que tu voudrais faire? Eh bien, écoute, je suis en train de le faire avec Mademoiselle Givago. Je suis en train de le faire avec ce film musical. Je voulais faire quelque chose qui était plus de l'ordre du cinéma que de l'ordre de la musique uniquement. Je voulais lier les deux.
Et puis, je voulais raconter une histoire mystique. Ouais. Je voulais vraiment raconter une histoire mystique. C'était important pour moi. De parler d'amour en parlant de réincarnation, en parlant du fait qu'avant et après, il existe quelque chose. Moi, j'y crois sincèrement. Alors, je sais que certains religieux, certains puristes ou certains allopathes vont faire « Ah, elle est folle ». Mais moi, je crois au fait qu'on n'est pas ici tout seul, qu'on n'est pas ici par hasard, qu'on vient de quelque part et qu'on va vers quelque chose. Et est-ce que tu considères que tu es mieux aujourd'hui qu'avant? Que je suis mieux? Que tu aimes mieux Oh, j'aime aujourd'hui mieux qu'avant? Oui, je pense que j'aime mieux. J'aime mieux. Je suis encore une passionnée. J'ai encore besoin comme je te disais, de ce feu, tu sais. Mais oui, j'aime mieux. J'aime avec moins d'excès, vraiment. Et dans Mademoiselle Givago, je raconte ça. Je raconte toutes les facettes d'une femme en racontant l'histoire d'une personne, une âme, qui transcende karmiquement au travers de 12 vies différentes. Et donc, j'incarne 12 femmes différentes. Donc, je joue. Et je chante, et je danse, et je fais plein de choses. Et donc, quand tu me disais, qu'est-ce que tu souhaiterais faire, ça ressemble vraiment à ce que j'avais envie de faire et vers lequel je vais Mais on aujourd'hui. a tellement hâte de voir ça. Ah, j'écoute, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. On lève On notre lève notre verre à verre. toi. Oui. On continue là, de te harceler parce qu'on veut On n'a savoir, pas la femme terminé. de 40 ans, ce qu'elle a compris. OK, pas grand-chose. Santé. Chacune des aurores que je vois me mène vers ton corps. Je quitterai tout si tu m'aimes. Ah, c'est intense. Chanceuse d'être avec un si beau gars torse nu. Sous la douche. Ça m'arrive tout le temps de ce temps-là. Oh, pauvre toi. Je suis tout le temps avec des beaux gars en train de filmer des beaux films. C'est dur, la vie. là. Ah, c'est écrit des rôles. Mais pour oui, mais avoir oui, des mais hommes. of course. Exactement, il faut se créer les opportunités. Lara, il y a une citation que tu as faite, j'aimerais ça qu'on en parle. D'ailleurs, on vient de voir l'extrait Si tu m'aimes de l'album Carpe Diem. Tu disais, dans la vingtaine, je n'avais pas beaucoup d'amis de mon âge car j'avais tendance à acheter l'amitié avec des cadeaux. Dans la trentaine, ta religion et ta loi, c'était de ne pas entretenir d'amitié dans le monde du show business qu'avec tes amis et ta famille. Et au début de la quarantaine, quelle place a l'amitié présentement dans ta vie? Probablement une des plus grandes places avec ma famille, probablement. Et je crois que quand j'étais si maladroite à l'âge de 20 ans, puis je ne savais pas comment vraiment me positionner par rapport à l'amitié, c'est parce que je n'avais pas le courage d'être moi, tout simplement. Encore une fois, on en revient toujours au fait d'être centré, en fait. Est-ce que tu as l'impression de t'avoir trouvé, là, présentement? Oui, j'ai l'impression d'avoir trouvé, en tout cas, le chemin pour aller vers qui je suis, simplement. Et puis surtout d'avoir trouvé une place à l'amitié qui est une résonance, c'est-à-dire qui est dans l'échange, qui est toujours dans l'écoute, dans le partage, dans le fait de se dire les choses sincèrement. C'est magnifique quand ta meilleure amie est capable de dire « t'es dans le champ ». Puis que tu peux l'entendre, qu'en aucun cas ton ego ne sonne la cloche, genre, mais comment? Pas du tout. Quand tu es vraiment dans une démarche d'écoute. Et quand tu es sûre de toi aussi, Mais tu sais. et de liberté. Tu as besoin de ça, surtout Oui. quand tu es une vedette Oui. de ton statut. Tu as besoin d'honnêteté. Les gens auront tendance à te dire oui pour Mais il y aura- pas te froisser, tout ça. Il y aura toujours le fou du roi, c'est Oui, vrai. c'est Et justement, Nat, où je pense toujours à elle parce qu'elle est vraiment, c'est mon autre, vraiment. Jamais elle sera dans la condescendance. Et c'est très, très important. Et la liberté aussi, savoir que même si je la vois pas pendant 3 semaines parce qu'elle est occupée à faire autre chose ou moi je fais autre chose, c'est pas un problème. Il y a aucune. Puis je t'ai pas entendu au téléphone dernièrement, ça n'existe pas entre nous. OK. Il y a Oui. vraiment une amitié libérée de toutes ces contraintes ou de toute condescendance qui est dans l'échange parfait. Puis c'est elle qui t'a donné l'idée C'est de avec elle. faire cet album-là, Mais c'est d'ailleurs. vraiment avec elle qu'on en a parlé. De nouveau, comment fait-on pour être soi? Chez moi, c'est les femmes. Elle me dit, mais quel genre de femme? Alors, on a commencé par parler de ma mère, ma grand-mère, évidemment mon enfant, c'est sûr. Puis elle me dit, viens, on fait la liste des femmes en cinéma, en littérature et en musique. Et c'est comme ça que cet album est né. Elle me dit, mais c'est un Wow. album, ça? Je dis, mais j'ai jamais fait d'album de cover. Elle dit, ben, elle dit, Pourquoi pas? Il faut y croire. Voilà. Et Et donc, j'ai fait ça comme ça. Et d'ailleurs, deuxième extrait, J'y crois encore de l'album. Oh, quel brouillard! Non, c'était écœurant. Je me félicite moi-même. J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. On a la foi tant qu'on s'adore, la rage au ventre. Lara, tu dis que tu étais un peu triste dans cette période-là de ta vie. La plus triste. C'est la période la plus triste, la plus désolante de mon existence. J'ai pas écrit J'y crois encore pour rien, d'ailleurs. Oui. Parce que c'était une façon, c'était vraiment, ça m'était destiné. C'était encore une peine d'amour, c'est ça? Ou c'était la vie C'était la vie, en oui, général? c'était la vie. Oui, c'est toujours une peine d'amour. Moi, je suis une incurable. Là, ça va mieux, là. Mais effectivement, j'avais l'art de cumuler peines d'amour. les déficits amoureux. C'était terrible, ça. As-tu Puis, trouvé pourquoi? mais oui, une femme qui aime trop.
Une femme qui aime trop, donc qui aime forcément mal. Une fille qui a besoin D'amour. qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on l'aime. Quand aimer, c'est savoir comment l'autre veut être aimé. C'est Oui. pas te faire aimer de l'autre. Ouais, C'est ouais. ça, aimer. Aimer, c'est passer ton temps à savoir comment l'autre a envie d'aimer. T'étais dépendante affective. Total, total, total. J'en ris là, tellement c'était effrayant. Donc, je ressortais d'une histoire comme ça, puis de 2 histoires comme ça, puis c'était vraiment un rebound, boomerang, c'était Espèce de extraordinaire. pattern. Total, total. Et là, j'ai écrit J'y crois encore pour trouver un souffle et un regain de force et d'énergie, et ça a marché. Ça a vraiment marché. Tout doucement, j'ai remonté la pente. Puis étrangement, cette période-là aussi, tu vivais tout le début du côté anglophone, I Will Love Again. Tu as chanté sur le film de Steven Spielberg, AI, Final Fantasy, aussi un autre film. Donc, tu avais une carrière internationale qui se tramait en même temps, puis pourtant, tu étais... Ben oui, on dit, tu sais, c'est drôle, c'est le paradoxe de beaucoup d'artistes. Cette dichotomie entre un vrai mal-être et un semblant de très belle opportunité de carrière. Tu vois, en tout cas, quelque chose qui s'ouvre. Tu vois. C'est toujours comme ça. Et moi, je combats cette réalité aujourd'hui. Je me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on peut pas avoir une famille, un état d'âme stable, serein, et en plus une ouverture vers quelque chose de magique. Et parce que j'ai produit une pensée qui vise à mettre en échec cette façon que j'avais eue de vivre, je suis en train d'y arriver. Tu concrétises ta pensée. C'est ça. J'ai arrêté de penser, c'est rough, hein, on peut pas réussir les deux. J'ai arrêté de penser ça. J'ai arrêté de penser, forcément, si je souffre en amour, ça va aller dans ma carrière, puis forcément, si ça va pas dans ma carrière, mais c'est parce que ça va en amour. Non, c'est pas vrai. Ça doit pas être raide, ça doit pas être rough. C'est pas vrai, les filles. C'est une croyance qu'on se fait. Alors, et ça marche, l'univers nous donne raison. C'est vrai. Tu y crois? Ah ben regarde, c'est comme ça. Tu crois à ça, on va t'envoyer ça. Et j'ai essayé tranquillement de modifier cette pensée qui était du venin. En fin de compte, c'était empoisonnant de penser comme ça. Puis, savez-vous quoi? Ça a marché. Ça a marché. Est-ce que tu vas te permettre dans les entrevues, si ça ne va pas comme à l'époque, disons, parce que quand tu faisais tes entrevues à ce moment-là, tu t'en parlais pas, est-ce que tu te permettrais aujourd'hui de dire, tu sais, ça va pas, non, ça va pas? Ben, il y a quand même... Tu sais quoi? C'est parce que c'est entre la pudeur et la part de nous qui doit continuer de rester... qui doit continuer de faire rêver un peu les gens. C'est-à-dire, tu peux être vrai, mais je pense que tu dois pas te déverser. Je crois que tout le monde a ses problèmes. Tu sais, genre, la pauvre petite chanteuse qui réussit, qui a mal au cœur, regarde, c'est plate. Tu sais, donc, je crois qu'il y a un peu de pudeur obligatoire et puis un peu de réserve obligatoire parce que tout le monde vit ses problèmes, parce que tout le monde... Et plutôt se servir de ses chansons pour raconter... Pour aider, ou pour aider les autres en Pour même temps. raconter et aider les autres au travers de ça. Oui. Et fait 3e extrait, Immortel. Ouais. J'ai le sentiment d'être seule, qui survivra doucement, je meurs de gloire. Immortel, j'ai déchiré un bout au ciel, il n'abritait plus l'éternel, je meurs de gloire. Je meurs de La passe juste après, je deviens vieille et je ressemble à ma mère. Il faut que tu racontes dans quel état tu étais quand tu as enregistré ce vidéoclip-là. Ma maman était en train de mourir ce matin-là. Elle avait fait un accident cérébral. Et cette chanson-là a pris une dimension complètement différente. Et au moment où j'ai appelé, puis que mon père m'a dit on ne sait pas si maman va réchapper de ça, j'ai dit j'arrive. Il me dit non. Elle voudrait pas que tu fasses ça. Tu t'enregistres Immortel. C'est sa chanson préférée. Et tout d'un coup, je me suis mise à chanter ça pour elle. Donc, je meurs de toi. Je peux te dire qu'Anne ait réussi à avoir un visage à peu près correct, ça a pris une bonne heure. Parce que je pleurais, j'étais pas capable de me revoir. Et depuis toujours, cette chanson est la chanson de ma mère. C'est vraiment devenu la chanson qui a fait... Moi, je dis toujours, j'ai conjurer ce sort. À ce moment-là, je chantais ça, je disais, t'es immortelle, ça va aller. Elle avait juste 59 ans, écoute. Elle est décédée suite à... Non, elle est encore là. Seigneur, alléluia! Elle est là, mais ce matin-là... Oh, mon Dieu, moi, j'écoute... Ce matin-là, c'était quelque chose. Et effectivement, depuis toujours, c'est sa chanson maintenant. Pendant que je chantais, puis pendant que j'envoyais tout ce que je pouvais envoyer à l'image avec Anne, je disais, ça va aller, elle va réchapper. Et puis ça a été quelque chose, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est la grand-maman la plus extraordinaire du monde. Oui, de ta petite Lou. Oui. D'ailleurs, avec Immortel, j'imagine aussi que d'avoir un enfant aussi, ça a changé peut-être ta perspective par rapport à
la mort par rapport à ta finalité? Moi, j'ai jamais eu peur de la mort jusqu'au moment où, effectivement, j'ai senti que j'allais perdre quelqu'un d'irremplaçable. Et alors, j'ai essayé d'adapter un comportement différent que la peur. Parce que la peur, ça crée l'événement. Oui. C'est terrible. Et tu veux voir ta fille grandir? Et je veux voir ma fille grandir. Et donc, j'évite la peur, on va dire, un maximum. Mais moi, ce que ça a plutôt changé, c'est que ça a enrayé l'inutile. C'est-à-dire que l'essentiel a pris la place la plus évidente dans ma vie. Les priorités, comme pour toutes les mères, se sont replacées. Je pense que je suis vraiment tout à fait banale en disant ça a changé mon sens des priorités. Bien sûr que Lou a changé mon sens des priorités. Et que je trouve un bonheur et des petites joies dans rien. Dans un yogourt, tu trouves de la joie parce qu'elle le mange d'une certaine manière, tu vois? Oh, puis tu dois être assez intense. Si t'aimes ta fille autant que t'as aimé les hommes de ta vie. Ah oui. Quand on lui dit « Comment elle t'appelle, maman? » Elle fait « Mon amour! » Elle me fait tellement rire. Elle m'imite déjà, ça commence. Oh! Écoute, Lara, on va te remettre pour aller à la pause une lettre. Le facteur est passé pour toi. Et c'est des gens qui ont été significatifs dans ta vie qui te le donnent. Alors, pendant la pause, tu peux l'ouvrir, oui. Merci. Merci, les filles. Tu l'aimes, la chanson? J'adore. On pourrait penser que c'est Lara qui chante. Lara, évidemment, on veut savoir, on voudrait que tu expliques, en fait, cette lettre qui vient de Serge et de Daniel. Ce sont les gens qui m'ont hébergée quand je suis arrivée dans le Nord à l'âge de 19-20 ans, quand je suis arrivée au Québec, et où je n'avais pas où loger. Je dormais dans ma voiture, ni plus ni moins, une vieille Chevrolet. Si elle pouvait parler, il y avait tout dans cette voiture-là. Puis le jour où j'ai rencontré Serge pour faire des duplicata de mes photos à Saint-Sauveur, dans son studio de photos, on a perdu la maison dans laquelle on était. On s'est fait mettre dehors, tout simplement. Et on n'avait pas où loger. Donc, je vais récupérer mes photos. Et Serge Charmant, des jeunes Européens, Rick et moi, on était ensemble à l'époque. Et il nous a laissé partir en comprenant ce qui arrivait. Donc, on allait dormir dans notre voiture. Je pense que Rick et moi, on l'avait dit sans le dire. Mais bon, tu sais, comme tu restes pudique, malheureusement, quand quelque chose comme ça t'arrive. Il nous a suivis en voiture. Là, on s'est arrêté déjeuner. Il est venu s'asseoir à table avec nous. Il nous a dit, vous êtes les bienvenus chez nous, jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Et ils nous ont hébergés pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que nous, on puisse se reprendre, trouver un travail, essayer d'aller démarcher dans toutes les maisons de disques avec mon petit disque et ma petite photo que lui avait faite et dupliquée. Donc, ils ont été extrêmement importants, Serge et Daniel, dans ma vie. Je les aime tendrement et ça me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir garder dans le temps, pas affectueusement. Affectueusement, ils sont toujours dans ma vie, mais dans le temps, une façon de les voir et de les serrer dans mes bras, juste pour leur dire que je ne serais absolument pas devenue ce que je suis devenue s'il n'y avait pas eu leur intervention. C'est ce que j'appelle des carrefours du destin. Ils ont été un carrefour de mon destin primordial. On le rappelle, tu es ici pour toutes les femmes en moi. Et donc, c'est des femmes qui t'ont inspirée au cours de ta vie. Et il y en a une que tu remercies, qui est du Québec, qui s'appelle Lucette. Ma Lucette Tremblay, mon professeur de chant. Mais c'est elle qui m'a appris à chanter. C'est-à-dire, elle m'a appris le bien chanter. Elle m'a appris à garder ma voix au centre, à la bonne place, la protéger, vieillir en gardant une voix. Enfin, vieillir, parce que la voix vieillit, on a 40 ans, on n'a pas la voix qu'on avait à 25. Alors, même si elle se bonifie, elle peut aussi parfois se désagréger. Elle m'a appris à garder le sens et l'hygiène de cette voix. Je l'aime d'amour profond, cette femme. Elle m'a tout enseigné, vraiment. Mais elle aussi, elle t'aime beaucoup. Tu te souviens, Lara, j'ai essayé de remonter dans mes souvenirs. Et puis, il me semble que c'est vers 97-98, les années, où tu revenais, je pense, d'une tournée importante à travers la province de Québec et tu avais la voix fatiguée. Puis c'est là qu'on a commencé notre travail, qu'on a commencé à avoir à travailler d'abord sur ta voix, puis après ça, bien, on a développé une amitié, puis et voilà. Évidemment, avec tout ce cheminement-là, on a développé une relation presque, à certains moments, je dirais, de... Mère-fille. Mère-fille. Tu les as en même temps que... Mère-fille, complètement. C'est un être d'exception. C'est un être mystique, intelligent, sage, qui a une façon de léguer son savoir avec une telle pudeur. Comme un Jedi. C'est un Jedi. Ah, c'est la Jedi, Lucette Tremblay. J'ai une telle chance de l'avoir dans ma vie. Puis, en tout cas, je m'en vais la voir là, dans quelques heures. Vas-tu être Jedi pour ta fille Lou? Vas-tu lui apprendre à chanter? Est-ce que je vais en être capable? Tu seras pas patiente? Si, oh mon Dieu, j'ai découvert que c'était un muscle, hein, la patience, ça s'exerce. Tu m'expliqueras comment on fait?
Mais qu'est-ce que tu veux dire que tu ne seras pas capable? Mais je sais pas, je dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur de ses espérances, de ce qu'elle va vouloir développer? Je ne le sais pas. Je vais donner le meilleur, je vais essayer d'être le plus présente possible. Mais qu'est-ce qu'elle va avoir envie de faire? Et puis, quoi que ce soit, hein, ouvrir une pâtisserie ou devenir chanteuse ou cinéaste comme son père, peu importe, moi, j'essaierai d'être à la hauteur. J'espère être à la hauteur. Mais transmettre, c'est ma passion. Être un passeur d'émotions, un transmetteur, un émetteur. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire le plus dans ma vie. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est courageux quand on décide de reprendre des chansons des autres? Ben, je sais pas si c'est courageux, puisque moi, dans ma démarche, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de désacraliser quelque chose. J'ai eu l'impression de dire merci, tout simplement. C'était vraiment un geste de gratitude. C'est me retourner à l'aube de mes 40 ans, en étant devenue maman, et dire... Ces femmes-là m'ont faite, m'ont dirigée, tantôt sœur, tantôt virtuelle, tantôt collègue, tantôt maman, tantôt amie, tantôt garde-fou et repère. C'était qui ton garde-fou dans Dalida. ces femmes-là? Dalida était un garde-fou Ta incroyable. sœur, c'est Céline? Oui, ma sœur virtuelle, ça pourrait être Céline, absolument. Virtuelle, du coup, parce que c'est toujours un peu inquiétant d'avoir autant d'affinité avec quelqu'un sans le connaître. On découvre, on comprend avec le temps pourquoi on aime tellement quelqu'un comme je peux aimer cette femme. Et j'ai enfin eu la chance de le lui dire dans une lettre où il n'y a pas eu le filtre d'un média ou d'un journaliste. J'ai enfin eu la chance d'écrire des mots qu'elle peut lire, elle, sans que quelqu'un les lui ait interprétés. Mais est-ce que vous êtes déjà parlé, elle et toi? De temps, Ouais. vous savez tous à quel point c'est une fille naturelle et normale. Absolument. Donc, quand elle passe et qu'elle croise quelqu'un, elle prend les mains. Puis ça lui est arrivé de me prendre les mains et puis de me dire j'aime ce que tu fais, ou voilà, comme elle est, je veux dire, comme Céline. Mais jamais j'ai eu l'occasion de m'asseoir et de lui dire tout l'amour et l'admiration et le respect. Alors je l'ai fait en chanson. Moi, ce serait un fantasme. De Céline chanter avec Dion, Lara Fabian. duo. Non, ici dans le salon. là, oui. Vous pourriez chanter aussi. Mon fantasme, ce serait plutôt chanter avec elle. Lui parler certainement, mon Dieu. Mais après, une fois qu'on a... Une fois que vous auriez chanté. Aller vider une bouteille de vin devant Et nous, on filme ça, évidemment. On veut être là. Mais écoute, on ne peut pas te laisser partir sans te demander de chanter une des chansons. Tu as dit que Dalida avait été ton garde-fou. Oui. Alors, on va te demander la chanson de Dalida. Voyons, il venait d'avoir 18 ans. Je dis toujours, je venais d'avoir 18 ans. Et non, Isabelle, c'est Je le fini dis ça, toujours là. tout croche. Je le sais. J'aimerais ça encore avoir 18 ans. Mais tu les as. Oh, on t'écoute. Merci, Lara. Merci à vous, les filles. Merci. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il l'avait vu au cinéma, le blé en herbe, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel super. Venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait déjà, vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la candeur infernale de ça, je
de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Que j'avais 2 fois 18 ans.